Formation du gouvernement d'union nationale, le nouveau Premier ministre poursuit les consultations. Ce samedi à la Cité de l'Union africaine, Sami Badibanga s'entretient avec les membres du groupe parlementaire UDPC alliés ainsi que d'autres forces politiques et sociales. Dans l'actualité également, le 16e sommet de la francophonie s'est ouvert ce samedi à Antananarivo, la capitale malgache. Croissance partagée et développement responsable, les conditions de la stabilité du monde et de l'espace francophone, c'est le thème principal. Et puis à Cuba, le père de la révolution, Fidel Castro, est décédé d'un cancer vendredi soir à La Havane à l'âge de 90 ans. 9 jours de deuil national ont été décrétés. Essentiel de l'actualité sur Télé 50, bienvenue à tous. Formation du gouvernement d'union nationale, le nouveau Premier ministre poursuit les consultations. Ce samedi à la Cité de l'Union africaine, Sami Badibanga s'entretient avec les membres du groupe parlementaire UDPC alliés ainsi que d'autres forces politiques et sociales. Les détails dans ce duplex de Fabien Lumbala. Il est prévu dans un premier temps le groupe parlementaire UDPC allié, le groupe que préside lui-même le nouveau Premier ministre. Le programme prévoit d'autres forces politiques et sociales de la République démocratique du Congo parce que, vous savez, il est ici à prendre langue avec tout le monde à travers les délégués des différentes forces selon les informations ou que nous détenons du service protocole restreint du nouveau Premier ministre. Les consultations vont être bouclées ce samedi, troisième et dernier jour de cette série des journées marathon que Sami Badibanga a eu avec les différents délégués forces politiques et sociales de la République démocratique du Congo. Nous attendons encore pour être fixés, mais s'il y a eu une modification, nous ne manquerons pas de vous tenir informés. Dans l'actualité également, le président de l'Union pour la démocratie et le progrès social a reçu hier vendredi Louis Michel, député commissaire honoraire de l'Union européenne. Selon le service de communication d'Étienne Tshisekedi, cet entretien entre dans le cadre des contacts diplomatiques de l'Union européenne en vue d'une solution apaisée sur la situation politique en République démocratique du Congo. Les deux hommes auraient également abordé de nombreuses questions d'un large consensus avant le 19 décembre prochain pour baliser le chemin des élections apaisées en République démocratique du Congo. Et puis, sachez qu'il s'est ouvert hier, vendredi 25 novembre, à Mbuji-Mayi, la 9e table ronde des ministres nationaux et provinciaux du plan. Et c'est le ministre national en charge du plan et suivi de la révolution de la modernité, Georges Wembi, qui a ouvert ses assises en présence du gouverneur du Kasaï oriental. Ces assises qui visent l'amélioration des services à rendre à la population vont se clôturer ce samedi. Est supposé travailler avec d'autres. Et si c'est l'autre... Les ministres nationaux du plan et des suivis de la révolution de la modernité, Georges Wembi Loambo, ainsi que les ministres provinciaux du même secteur se sont retrouvés ce vendredi 25 novembre 2016 au Kasaï oriental et à Mbuji-Mayi pour la 9e table ronde, après celle tenue il y a 2 ans à Bukavu. L'actualité oblige, le gouverneur des provinces Alphonse Ngoï Kassanji a des primes à bord rendu un hommage mérité au chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, pour la nomination d'un des dignes fils du Kasaï oriental en la personne de Sami Badibanga comme Premier ministre du gouvernement de large union nationale. Avant de souligner que ces assises interviennent quelques mois après l'échéance du plan quinquennal de croissance et de l'emploi et de leur programme d'action prioritaire 2011-2015. Les ministres nationaux du plan, après avoir salué l'assistance, tracé l'historique de toutes les tables rondes, avant de rappeler les objectifs de celles-ci, qui sont, entre autres, l'évaluation des recommandations de la 8e table ronde tenue en 2. Le mécanisme de planification et de coordination de l'aide en province. 3. L'amélioration du climat des affaires et la promotion des investissements. 4. Les objectifs de développement durable. Et enfin 5. Les orientations précises pour
les appuis à apporter aux provinces dans le processus d'élaboration de plans stratégiques provinciaux de développement 2017-2050, harmonisés avec le plan national stratégique de développement PNSD aussi. Ces travaux vont prendre 2 jours, soit du 25 au 26 novembre 2016. Et puis les mouvements dits citoyens, Filimbi et Lucha, sont instrumentalisés par des officines diplomatiques qui ont programmé une déstabilisation de la République démocratique du Congo, mais leurs démarches secrètes ont été dévoilées. Des sources sûres, votre chaîne de télévision est à même de vous révéler ce vendredi soir les véritables tireurs des ficelles et monteurs des opérations des Filimbi et Lucha, des mouvements qui ne sont ni partis politiques, ni associations, et encore moins des organisations déclarées en République démocratique du Congo, mais en réalité des véritables machines de déstabilisation montées par des officines étrangères. Au départ, ces organisations dites des mouvements de jeunes dont les leitmotiv étaient la défense de la Constitution de la République démocratique du Congo se sont révélées au fil des mois comme des relais des opérations coachées et supervisées par des conseillers politiques de quelques chancelleries, telles cette diplomate que nous désignerons par ses initiales LK, visible sur cette photo en compagnie de quelques 2 autres conseillers diplomatiques, assistant en véritable metteur en scène le déroulement de leur scénario. Mais tenez, pour la bonne exécution de toutes ces opérations, des sommes importantes d'argent sont mises à la disposition de ces leaders de jeunes qui ne font ni rapport ni partage équitable avec les autres membres. Conséquence, sur le plan diplomatique, la République démocratique du Congo devrait saisir, dans le meilleur délai, ses représentations diplomatiques pour des éclaircissements idoines et mise au point qui s'imposent. Le dossier est à suivre. Et puis je l'annonçais au sommaire, le 16e sommet de la francophonie s'est ouvert ce samedi en Tananarivo, la capitale malgache. Croissance partagée et développement responsable, les conditions de la stabilité du monde et de l'espace francophone, c'est le thème principal. Et près de 20 chefs d'État et gouvernements sont réunis à Tananarivo pour le 16e sommet de la francophonie. Parmi les hôtes, on note la présence du président français François Hollande et le premier ministre canadien Justin Trudeau. Les figures africaines ne sont pas en reste dans ces assises francophones. Pour l'Afrique de l'Ouest, on compte le Sénégalais Macky Sall, le Nigérien Mamadou Issoufou, le Burkinabé Roch-Marc Kaboré et les Togolais Faure Gnassingbé. L'Afrique centrale est représentée par le Tchadien Idriss Déby, le Gabonais Ali Bongo, le Centrafrique Faustin Archange Touadéra, malgré l'absence ressentie du chef d'État congolais Joseph Kabila, Sassou Nguesso et le Camerounais Paul Biya. Maintien de la paix, lutte contre le terrorisme, croissance partagée, développement responsable et conditions de stabilité du monde et de l'espace francophone, telle est la thématique autour de laquelle les francophones devront échanger profondément. Dans son discours d'ouverture, le président malgache Eri Rajoelina Rimampianina a appelé les francophones à multiplier les initiatives pour un monde plus juste. Pour lui, les vagues migratoires en provenance d'Afrique exigent des réponses politiques inclusives, telles une alarme solidaire lancée par le président malgache. À noter que le Madagascar, qui accueille ces sommets pour la première fois, avait été suspendu de l'Organisation internationale de la francophonie de 2009 à 2014, suite à un coup d'État de l'ex-président Andry Rajoelina, qui avait conduit à une période d'instabilité politique. Pour rappel, l'Organisation internationale de la francophonie regroupe 54 États membres, 23 observateurs et 3 membres dits associés. Et selon l'OIF, près de 274 millions de personnes peuvent être définies comme francophones de façon certaine dans le monde. On a besoin du soutien des grandes.
Ouvrons à présent notre page sportive. Coupe d'Afrique de handball, les Léopards dames de la RDC sont déjà en route pour l'Angola, pays hôte de la compétition, et ce après une intense préparation à Kinshasa avec un groupe constitué de plus de 80% des internationaux. Célestin Poix et sa sélection se disent prêts à défendre valablement les couleurs de la RDC en visant le podium avec la possibilité de se faire une place à la Coupe du monde de la spécialité. On écoute tour à tour le sélectionneur Mpoix, Aurélie Lowaka et Grace Ntsonga. Bon, je crois que au départ j'avais peur. Mais bon, vous savez, moi je suis déjà habitué à ces genres de situations. La semaine que j'ai eue, vraiment ça m'a permis de monter un groupe compétitif. Je suis très optimiste. Je crois que j'espère qu'avec cette complicité que nous du staff nous avons avec nos enfants, les enfants ne pourront peut-être pas nous trahir. Nous allons les pousser, nous allons les aider à aller se battre. Surtout que vous savez, nous sommes dans une poule, comme on dit, une poule de la mort, où il y a le pays organisateur qui est là, il y a les équipes montantes telles que le Sénégal qui sont là, la Côte d'Ivoire, le Cameroun. Donc il faut en fin de compte dans la poule faire sortir d'abord la tête. En faisant sortir la tête, maintenant on verra bien les quarts de finale et les demi-finales, pourquoi pas envisager la finale. Bon, je crois que ayant rajeuni une partie de notre équipe et ayant poussé ces enfants-là à obtenir une certaine culture, notre premier objectif c'est rester dans le groupe des pays, c'est-à-dire que la représentativité du continent au niveau mondial. Donc nous, notre premier objectif c'est le podium. L'appétit venant mangeant, on verra bien si de là où nous étions, on va essayer d'un peu de briser le mythe d'Angola. Bientôt le départ pour l'Angola, donc je pense qu'on s'est bien préparé. Nous, le défi, ça va être de faire un podium pour respecter ce qu'on a fait les dernières années et pour confirmer notre statut qu'on a eu. Je pense qu'on a les moyens, je pense qu'on a bien travaillé pour et j'espère qu'on va y arriver. Très bonne ambiance, c'est une nouvelle équipe et ça se passe vraiment très bien pour l'instant. Alors au début, je me suis dit que ça allait être un nouveau défi et là, quand j'y suis, je me dis que le défi il est réalisable et qu'on va prendre vraiment beaucoup de plaisir à cette compétition. Et puis, championnat national de la Division 1, un choc des titans se joue cet après-midi au Stade des Martyrs de la Pentecôte. Il oppose le Daring Club Motema Pembe à l'amicale sportive Dragon Bilima, deux équipes qui souhaitent bien aborder la partie en vue de se relancer dans la course au podium. Sur une bonne dynamique, depuis le goal de la manche retour de cette 22e édition de la Division 1, le Daring Club Motema Pembe se pointe favori à l'heure de rencontrer l'AS Dragon Bilima pour le compte de la 12e journée de la Ligue nationale de football. Face au monstre de l'AS Dragon en perte de vitesse, en cette phase à retour, les Motema Pembe se rendent à l'obligation de sortir un grand jeu en s'appuyant sur les quatuors magiques de sa ligne offensive composée de Mbidi Mavwanga, Mundele Makusu, Kazadi Kasengo Dizadio et sans oublier Riki Toulengi, déjà buteur à l'aller. Mais pour sa part, l'AS Dragon, qui n'a plus rien à gagner dans ces championnats, ne compte pas désespérer, car les 3 places qualificatives au play-off sont encore disputables. Les hommes d'Otis Ngoma, pointés à la 4e place avec 22 points, tiennent mordicus à faire un match plein. Question de rester au contact du podium, qui reste dominé par Renaissance, 26 points, et V Club 24. Je suis dans une logique de gagner de points et d'une logique de performance. Je vais demander à mon équipe de prendre tout d'abord les 3 points qui sera capital pour notre championnat. Mal démarrer le match contre Dragon, peut-être par excès de zèle. Et puis après, quand on a cherché à revenir au score, je crois qu'on a vu comment louper beaucoup d'occasions de marquer le 3e but. Je crois qu'il y a eu une imprudence sur les plans tactiques de la part du staff, dont moi en premier. Nous, mentalement, l'équipe va bien. Effacer l'image de la défaite 3-2 de la manche aller, tel est l'objectif principal des Immaculés cet après-midi, alors que le Rouge Or voudrait bien démontrer à la face du monde que le clat de l'aller n'était pas un fait du hasard.
Toujours en sport, clôture hier vendredi de la 4e édition du championnat national de natation. Au total, 7 ligues ont pris part à cette joute qui met fin aux activités de la saison 2015-2016 et ouvre la nouvelle saison 2017. Au terme du tournoi, la Ligue de la ville-province s'est offerte 6 médailles, dévançant le Congo central qui a raflé 3 médailles. Présent à l'ouverture de cette 4e édition de cette joute nationale, le président de la Fédération des natations de la RDC, le général Jean Dédieu Oleko, a aussi tenu à assister personnellement à la clôture de ce championnat national, satisfait de sa tenue. Je suis satisfait parce que les compétitions ont eu lieu, parce que les athlètes étaient là, les staffs techniques même, et qu'il n'y a eu aucun incident. Je m'en réjouis. La presse était là pour couvrir, elle l'a faite et j'en suis éminemment content. Et lorsque les hostilités ont démarré, les athlètes venus de cette ligue de la République démocratique du Congo ont émerveillé l'assistance, quoiqu'il y ait un chemin à parcourir. Si dans la catégorie des 50 mètres brasse, Josias Kepopo a déjoué tous les pronostics en s'offrant la première place avec 31 secondes 14 tiers, Jonathan Boyo, lui, a fait sensation en réalisant 33 secondes dans la nage libre. Et dans la catégorie des 100 mètres, Doucouré Manganza a conservé sa médaille en faisant 2 gestes d'éclat. La compétition a certes eu lieu, mais la problématique des infrastructures en République démocratique du Congo demeure, d'où cette interpellation. Nous allons devoir, en nous basant sur la loi, passer aux inventaires des piscines qui existent. Ensuite, de voir quels sont les clubs qui sont autour de ces piscines qui viennent s'y entraîner. La clôture du tournoi a été sanctionnée par cette série de remises des médailles aux vainqueurs des différentes épreuves organisées. Ceci pour confirmer que la natation existe bel et bien à Kinshasa et partout ailleurs, à travers toute la RDC. Et puis cette triste nouvelle, le père de la révolution cubaine, Fidel Castro, est décédé d'un cancer vendredi soir à La Havane à l'âge de 90 ans. Malade, celui qu'on appelait leader Maximo avait démissionné de ses fonctions de chef d'État en 2006 au profit de son frère Raoul. Ennemi favori des États-Unis, Fidel Castro a été un des principaux dirigeants de la révolution du Cuba qui renversa le régime dictatorial du général Batista Fulgencio en 1959. Seemingly unassailable, Castro saw 10 US presidents come and go. The leftist firebrand. Depuis 2006, Fidel Castro apparaissait très rarement à la télévision cubaine, puisque fragilisé par la maladie. À la suite d'une crise intestinale aiguë, le 31 juillet 2006, il avait cédé temporairement ses pouvoirs au premier vice-président du Conseil d'État, son frère Raúl Castro. Et depuis lors, sa santé s'était dégradée jusqu'à son décès à 90 ans après 60 ans de règne. Né dans le village de Biran à l'est de Cuba, le 13 août 1926, Fidel Castro était le fils d'un immigré espagnol et en fait fortune dans la culture de la canne à sucre. Après une scolarité catholique chez les jésuites, Castro étudie les droits, où il prenait part à une vie politique parfois violente. Il s'engage rapidement dans des activités clandestines visant au renversement de la dictature de droite de Fulgencio Batista. En 1953, il est condamné à 30 ans de prison. Mais bénéficiant d'une amnistie, il est libéré 2 ans après et gagne le Mexique, où il prépare l'invasion de l'île avec d'autres exilés cubains. En 1958, à l'âge de 32 ans, Castro devient chef des forces armées, puis premier ministre de son pays. Il entreprend de faire de Cuba une puissance non alignée. Son projet, une révolution politique, économique et sociale. Par ses choix radicaux, il s'oppose à Washington,
qui suspend en 1961 ses relations diplomatiques avec la Havane, et Castro se tourne vers Moscou. Il autorise en octobre 1962 l'installation sur son sol des missiles soviétiques. Mais en envoyant près de 20 000 médecins cubains soigner les plus pauvres, d'abord au Venezuela, puis jusqu'au Pakistan, en Indonésie et au Timor oriental, le dirigeant cubain crée des alliés fidèles et se livre à des virulentes critiques contre la politique américaine d'embargo et les tentatives fréquentes de renversement de son gouvernement. Il condamne aussi la mainmise sur des entreprises américaines sur le pays en voie de développement et même la politique de la santé publique des États-Unis. Fidel Castro s'oppose aussi à l'attitude des pays développés vis-à-vis des pays en voie de développement, regrettant le poids croissant du service de l'aide extérieure. L'homme met en place plusieurs réformes dans le souci de relever les niveaux de vie de son peuple. De son vivant, Castro affirmait avoir survécu à 600 projets d'assassinat ourdis par la CIA. Ce journal est terminé, en voici les principaux titres. Formation du gouvernement d'union nationale. Le nouveau Premier ministre poursuit les consultations. Ce samedi à la Cité de l'Union africaine, Sami Badibanga s'entretient avec les membres du groupe parlementaire UDPC alliés et d'autres forces politiques et sociales. Dans l'actualité également, le 16e sommet de la francophonie s'est ouvert ce samedi à Antananarivo, la capitale malgache. Croissance partagée et développement responsable, les conditions de la stabilité du monde et de l'espace francophone, c'est le thème principal. Et puis à Cuba, le père de la révolution Fidel Castro est décédé d'un cancer vendredi soir à La Havane à l'âge de 90 ans. 9 jours de deuil national ont été décrétés. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de rester fidèle au programme de Télé 50.